Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Bienvenue sur Radio Grand Lac 92.1 pour la dernière émission avant un départ en congé bien mérité. Et nous accueillons aujourd'hui Richard Piras. Bonjour Richard, comment vas-tu ? Bonjour Fabien, je vais très bien, merci beaucoup de m'inviter. Non, c'est nous qui te remercions d'être venu. Alors Richard, aujourd'hui on va parler d'accompagnement aux chefs d'entreprise, de conseils et comment accompagner sa croissance et son développement dans un environnement qui se tend un petit peu, taux d'intérêt qui baisse certes, mais prix de l'énergie qui pourrait exploser, inflation, tensions géopolitiques, bref, la vie n'est pas facile pour un entrepreneur en France. Et toi, Richard, qu'est-ce que tu penses un peu du contexte aujourd'hui ? Le contexte est devenu très compliqué pour la plupart des chefs d'entreprise, en fait, en termes de prévisibilité. Déjà, leurs carnets de commandes ont eu tendance depuis de nombreuses années à se rétrécir et la visibilité à vraiment être compliquée à obtenir. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que au-delà de leurs carnets de commandes qui peuvent être difficiles en fait à consolider, ils sont confrontés en fait à des phénomènes qui sont totalement hors normes et étrangers. On a coutume de dire en fait sur la stratégie qu'on est passé d'un monde VUCA à un monde banni, c'est-à-dire avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de ruptures, d'imprévisibilité. Avant, on avait de l'incertitude, mais aujourd'hui, on a vraiment de l'imprévisibilité. Attends, Richard, il faut que tu nous aides là, parce que mes auditrices et auditeurs sont en train de s'affoler sur mon compte Instagram. Ils me disent, mais qu'est-ce que c'est VUCA ? Est-ce que c'est un lien avec Vulcain ? Et pourquoi ils nous parlent de banni ? Alors, il faut que tu nous expliques. On passe d'un monde VUCA à un monde banni. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'est employé dans la stratégie, mais en fait, c'est une description du monde qui vient du monde de la défense et du militaire. VUCA, c'est un acronyme qui veut dire volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc c'est un monde dans lequel on était plongé dans les années 60, 70, 80, jusqu'à 90. Et depuis un certain temps, en fait, on est passé dans ce monde dit banni, c'est-à-dire brittle, c'est-à-dire qui se brise. Anxieux pour le A, non linéaire pour le N. Donc ces non-linéarités, elles apportent beaucoup de difficultés, non plus d'incertitude, mais vraiment d'incapacité à prédire le monde dans lequel nous sommes. Et du coup, en fait, ça pose énormément de problèmes, à la fois pour les chefs d'entreprise pour bâtir une stratégie, mais pour nos dirigeants de nation, et on le voit, qui prennent des décisions parfois qui viennent en rupture. On n'a qu'à voir les tarifs des États-Unis, qui vient totalement briser la chaîne de l'OMC et des accords qui étaient plutôt harmonieux, en tout cas dans les pays industrialisés, la chaîne de l'économie et des échanges internationaux. Alors c'est sûr que ce petit homme orange, Richard, je parle de Donald Trump et son amour pour manifestement la crème autobrosante, n'arrange certainement pas le contexte économique pour les sociétés européennes, puisque comme tu le dis, on se rapprochait déjà, et tu le dis avec tes mots, sur le carnet de commandes, mais on se rapprochait déjà d'une certaine récession économique en Europe, et c'est sûr que avoir du mal à vendre dans un marché aussi profond que les États-Unis pour certaines sociétés européennes et françaises, c'est sûr que ça aide pas à tous les niveaux. Alors du coup, Richard, dans ce contexte-là, un entrepreneur qui est chahuté, qui a des difficultés, qui passe d'un monde VUCA à un monde banni, comment cet entrepreneur-là, il peut être accompagné par un professionnel comme toi ? Quelle va être ta proposition de valeur ou comment tu vas tacler ce sujet-là ? Alors, dans mon équipe et avec nos différentes expertises, à la fois de stratégie, mais surtout de finance, on intervient auprès des dirigeants pour déjà comprendre bien leur métier et puis voir dans le contexte dans lequel ils sont, en fonction de leurs moyens et des investissements qu'ils ont pu faire jusqu'à présent, comment ils peuvent continuer à générer de la croissance durable. Notre métier, c'est vraiment d'accompagnement, d'accompagner sur de la croissance qui est durable. Et aujourd'hui, elle est devenue d'autant plus prégnante. La plupart des dirigeants sont au courant des sujets de RSE, des sujets d'environnement et de l'importance. Mais aujourd'hui, ils mesurent très concrètement, effectivement, que l'accès à la ressource est devenu un élément qui peut être critique. Et donc, on les accompagne dans la continuité de leur activité à essayer de continuer à innover, continuer à investir dans des capacités et probablement parfois de passer à l'échelle. Et dans cette réflexion pour lesquelles on les accompagne, et souvent gracieusement, puisque c'est avant tout de l'accompagnement qui, dans la confidentialité, essaye de comprendre leurs problématiques métiers et aussi de stratégie, vise très souvent en fait à bâtir des stratégies de croissance externe
pour continuer à imaginer des schémas de croissance durable. Alors par exemple, concrètement, moi je suis un chef d'entreprise, aujourd'hui je te rencontre, on boit un café et on parle de croissance durable. Donc je te parle de mon business. Par exemple, allez, prenons le secteur du transport et de la logistique. On discute ensemble sur la question de la croissance durable, comment maintenir mes marges, comment être capable d'avoir suffisamment de chauffeurs, comment être capable de gagner des marchés à l'international. On boit un café et ta compréhension du secteur du marché du transport me convient bien. Derrière, qu'est-ce que tu peux me proposer et concrètement, alors pas forcément sur le marché du transport, mais concrètement quand tu dis aller innover, aller investir dans des nouvelles capacités, aller justement passer à l'échelle, comment ça va se manifester et quelle va être ta méthode du coup pour y arriver? Alors pour rester dans l'exemple que tu nous cites du transport et de la logistique, alors sachant que nous, on n'est jamais le spécialiste et l'expert d'un secteur en particulier. C'est toujours notre client qui est le meilleur expert de son domaine et qui sait le mieux en parler. En revanche, ce que l'on observe, puisqu'on intervient vraiment dans tous les secteurs d'activité, on a des clients dans le nucléaire, on a des clients dans le quantique, on a des clients dans la microélectronique, on a des clients vraiment dans tous les secteurs d'activité, la mécanique, etc. Donc, ce qu'on observe, en fait, c'est aussi des tendances de changement. Et dans ces tendances de changement, on observe aussi des mouvements d'innovation. Donc, dans le transport et la logistique, alors je vais enfoncer une porte ouverte pour les gens du métier, mais par exemple dans le transport et la logistique, effectivement... Donc, c'est pas une porte de garage. En principal, on voit que le métier du transport a beaucoup évolué vers le métier de la logistique, qui est un métier plus de service et où on essaye de créer la valeur ajoutée. Et on emploie notamment depuis les années, on va dire en Europe, dans les années 80 et 90 surtout, on a shifté vers l'emploi d'outils digitaux. Dans les débuts des années 2000, on a beaucoup parlé du numérique et des années 2010, la transformation numérique. C'est une réalité prégnante en fait pour la plupart de ces sociétés qui ont dû réinventer un peu leur métier pour passer juste de je conduis un camion entre guillemets et je transporte de la marchandise à comment j'organise en fait mes schémas logistiques de manière à économiser de la ressource et produire plus de valeur pour mes clients. Et aujourd'hui, on voit un phénomène, par exemple, c'est l'intelligence artificielle, dont on peut voir la production médiatique dans énormément de journaux depuis plus de 2 ans maintenant. L'intelligence artificielle, effectivement, bouleverse beaucoup de métiers. Et dans le transport et logistique, sans vouloir apporter des solutions, parce que c'est pas nous on n'est pas des technologues, on va challenger parfois certains processus ou certains comportements de l'entreprise, même voir certains modèles, de manière à voir comment on peut instiller, piquer d'une certaine manière à des voies technologiques qui vont bouleverser la compréhension déjà du modèle de l'entreprise et parfois se dire tiens, c'est intéressant d'investir dans une solution qui va demain produire plus de valeur ajoutée dans mon service et introduire une technologie et par cela je vais être innovant, je vais être plus performant sur mon marché et je vais aussi chercher, ça va me permettre de gagner peut-être des points de marché mais aussi peut-être de mieux structurer mon offre auprès de mes clients et aussi les fidéliser plus fortement grâce à mes solutions. Alors comme tu le sais Richard, j'ai la chance d'avoir des clients fidèles, des prospects fidèles, des apporteurs d'affaires fidèles et je les remercie et j'en suis très reconnaissant. Et donc aujourd'hui, par exemple, donc ces gens-là qui nous écoutent ont envie de comprendre et ont envie d'avoir la réponse à la question que je vais te poser. Concrètement, tu rencontres un chef d'entreprise, ce diagnostic que tu viens de faire, de dire ok, pour vous développer, on pense que ça pourrait être intéressant de mettre des forces vives et de l'énergie sur telle technologie. Donc 2 petites questions, pas qu'une. La première, c'est combien va coûter ce diagnostic, ou en tout cas quelle va être la méthode, la manière de faire un diagnostic, et ensuite jusqu'où tu vas aller pour la mise en œuvre de la solution. C'est-à-dire que tu parlais du transport et de la logistique. J'ai aussi la chance d'avoir des clients dans le transport, une des plus grosses boîtes françaises. Et eux sont toujours à la recherche, effectivement, d'une technologie qui pourrait, même naissante, qui pourrait leur permettre de développer leur activité. Mais souvent, ce qui leur manque, c'est le lead. C'est-à-dire la connexion avec l'entreprise qui pourrait le faire ou la technicité. Comment toi, tu vas t'inscrire à la fois dans ce diagnostic, une fois qu'on a fini de boire le café, et comment justement tu vas accompagner le client jusqu'à la réalisation effective de la solution? Alors, dans cette peut-être un petit préalable par rapport à l'approche et les méthodologies qu'on emploie, le métier principal que j'exerce dans
donc chez Groupe BBM, c'est le métier de conseil pour des entreprises où on apporte des solutions financières. Ces solutions financières, en fait, c'est le substrat par lequel, finalement, on va matérialiser notre intervention. Mais en amont de tout ça, en fait, il y a un processus par lequel on va comprendre la stratégie de l'entreprise et on va être en capacité de poser des questions et d'ouvrir des champs qui n'ont peut-être pas encore été ouverts par le dirigeant et ses équipes. Donc le diagnostic en tant que tel, sauf s'il est encadré par une démarche, une mission pour laquelle le client nous confie ce diagnostic, il peut être à la fois déjà assez informel et nous en fait on va très rapidement comprendre l'écosystème dans lequel l'entreprise rayonne, l'écosystème dans lequel elle fonctionne. Et en matière d'innovation, ce qu'on observe très régulièrement, c'est que l'écosystème innovant dans lequel l'entreprise est relativement pauvre. L'un de nos atouts principaux, moi ça fait 30 ans que je suis dans l'innovation, c'est d'être en capacité en fait de faire des connexions avec des compétences, avec des technologies, avec des capacités de recherche ou d'innovation qui n'ont jamais été sur le chemin en fait des dirigeants de cette entreprise et de créer des connexions. Et ces connexions, elles vont permettre de générer des possibilités au-delà des idées qui vont être émises sur des pistes ou des voies d'innovation. Donc t'es pas simplement un consultant dans le sens où tu regardes pas simplement avec tes équipes avec de la hauteur le fonctionnement et la trajectoire d'une entreprise sur laquelle tu pourrais faire le commentateur. Tu vas descendre dans l'arène, comprendre la manière dont ça fonctionne et ensuite faire la connexion entre le besoin d'un client et une technologie de ton réseau. Ce qui pourrait amener à une question et ce qui amène à une question, c'est du coup comment tu les as ces connexions ? Alors on comprend qu'en 30 ans tu as rencontré plein de gens brillants et des femmes brillantes aussi. Donc tu as rencontré plein de gens qui ont ce passé-là, qui ont cette compétence-là. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a cette connexion, cette capacité à dire ok, je connais cette personne, je pense qu'elle peut matcher avec vous. Comment tu as ce réseau du coup ? Qu'est-ce qui fait que ce réseau est puissant ? Alors, ce réseau est puissant parce que c'est pas nécessairement qu'une question de personnes. Alors, in fine, c'est très important, les individus et la connaissance qu'ils portent et leur savoir-faire est vraiment déterminant. Mais il y a des écosystèmes qui existent et qui sont structurés et qui sont qui vivent de manière un peu parallèle à l'économie des entreprises. Mon travail, l'une de mes actions, pour revenir à ta première question sur la partie diagnostic, c'est assez rapidement, en fait, il y a des schémas que je connais de fonctionnement où je vois des capacités de faire des liens sur un certain nombre de points. Je vais te citer un exemple. Hier, j'étais dans une entreprise de la vallée de l'Arve. Leur métier, c'est l'hydraulique. Et ils on fait un tour très gentiment. On fait un tour de toute l'entreprise et ils m'expliquent un tas de leurs problématiques techniques, clients, supply chain, etc. Et puis, donc, je vais dans l'atelier et puis je vois qu'effectivement, en fait, il n'y a pas tout un tas de tableaux et indicateurs que je vois habituellement dans des entreprises, notamment du décolletage. Eux ne sont pas des décolleteurs, mais je dis, mais en fait, pourquoi tu communiques pas, avec tes équipes sur des tableaux, des plannings, des nanas? Ils commencent à m'expliquer que c'est très compliqué pour eux parce que en fait ils ont des retards énormes d'approvisionnement et parfois certains de leurs fournisseurs leur mettent 6 semaines, parfois 6 mois dans la vue et donc tout planning qui est posé à un instant donné vole en éclats en 2 secondes. Voilà. Donc ça, alors j'ai eu la chance de diriger des entreprises, notamment industrielles, donc je sais l'incidence à la fois en termes d'organisation et économique que ça peut porter sur une société. Et donc je suis très très rapidement en capacité, si tu veux, on a fait un tour en 3 quarts d'heure, d'identifier des points clés structurants pour l'entreprise et de délivrer des conseils. Donc l'exemple que je te donne là sur la gestion de la supply chain et l'approvisionnement, c'est un exemple qui n'est pas directement lié à l'innovation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans ma capacité à mener un diagnostic, autour d'un café, je suis quand même en mesure assez rapidement de mettre le doigt sur ce qui fait mal, en fait. Et ce que le dirigeant sait d'ailleurs, mais peut-être ne met pas tout à fait la priorité parce qu'il a une somme incroyable de problèmes à gérer et il y a certains problèmes très névralgiques qu'il n'a pas encore pu régler et pour lesquels il devrait, et c'est souvent mon conseil, de consacrer beaucoup plus de temps, voire de ressources.
Donc j'interviens en diagnostic de cette manière-là, mais surtout pour revenir sur ta deuxième question, qui est comment on met en œuvre la solution. Alors nous, on fonctionne beaucoup sur la structuration de projets, de partenariats et de compétences et l'apport, en tout cas le financement en fait de ces opérations. Donc notre métier, c'est de créer la croissance durable, c'est de favoriser la croissance durable des entreprises, mais notre outil de travail, c'est l'investissement. C'est comment l'entreprise investit en recherche et développement, en innovation, en industrie, en capacité, et comment tout ça s'intègre de manière la plus harmonieuse et anticipable possible dans une stratégie. Et nous, on va intervenir sur la structuration de ce projet et son financement, et notre rémunération est en grande partie assise sur le montant des financements qu'on a pu capter, obtenir, et pour financer les projets d'investissement. Donc, qu'on comprenne bien le sujet des connexions et des compétences, ça c'est vraiment lié à BBM, le groupe, à toi, c'est-à-dire les gens que vous avez rencontrés dans votre carrière avec tes différents associés. Et après, pour la question de la mise en œuvre de cette technologie-là, ou en tout cas de sa réalisation effective dans l'entreprise, là où vous allez être prégnant, c'est que vous allez scanner, regarder, analyser les différentes subventions qui existent, les différents dispositifs de faveur pour monter les dossiers, parce qu'administrativement, il faut les monter, et ensuite les faire exécuter, les faire débloquer. Exactement. Alors, on a eu une commission sénatoriale très récente là, qui était présidée, en tout cas qui était dirigée notamment par Fabien Gay, pour le citer, du PCF. C'était intéressant parce que j'aime beaucoup ce personnage, même si voilà. En tout cas, il est très heureux. Il est très communicatif. Mais il est très heureux, Fabien. Et en fait, il a découvert, mais il n'est pas le seul, qu'il y avait plus de 2000 dispositifs de financement des entreprises en France, ce que les administrations n'étaient pas en mesure, avant cette commission sénatoriale, de nous livrer, et qu'il y a 211 milliards d'argent public qui a été diffusé en 2023. Donc pourquoi je cite ces chiffres ? Parce qu'en fait, ils sont vraiment l'illustration de la jungle qui existe, des dispositifs qui sont finalement à la portée de n'importe quel dirigeant, mais c'est une telle jungle que c'est inextricable. Et dès qu'on commence même à s'y intéresser, on comprend pas le pourquoi du comment et comment je vais pouvoir en bénéficier et pourquoi je coche pas la bonne case. Et il y a souvent un sentiment de frustration très important de la plupart des dirigeants, directeurs généraux, les DAF aussi, et bien évidemment, de dire mais tiens, on correspond pas à cette case et c'est dommage, et finalement on n'y correspond jamais, on n'y a jamais droit. Donc en fait, il y a des gens qui sont suffisamment équipés et qu'on accompagne pour le coup, pour lesquels on va les orienter, on va choisir les bons dispositifs, et puis surtout on va essayer de faire rentrer non pas des ronds dans des carrés, on va essayer de bien shaper, bien conformer finalement leur objectif et leur projet à ce qui va être finançable. Et on va structurer les choses de manière à obtenir ces financements de manière smart, intelligente, la plus efficiente et efficace possible. Effectivement, le rôle du Moloch administratif en France et le fait que, mine de rien, financer l'innovation, c'est un métier. Et comme j'ai dit hier à un client, c'est mon métier. Dieu merci que vous ne savez pas le faire, sinon je n'aurais rien à faire tous les jours. On va faire une petite pause musicale, Richard, si tu en es d'accord. Et puis on se revoit, on se reprend dans quelques minutes avec nos auditrices et auditeurs. Et on va revenir sur un point important. Donc restez bien à l'antenne, parce que Richard va répondre à une question. Selon son expérience de plus de 30 ans, après avoir dirigé et conseillé des chefs d'entreprise et des industries, Richard nous dira quelles sont, selon lui, les principales erreurs que réalisent les chefs d'entreprise aujourd'hui en France et en Europe. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. De retour sur Radio Grand Lac 92.1, et comme dirait un grand philosophe, que la vie est belle, et elle est d'autant plus belle que nous discutons des chefs d'entreprise, des créateurs de valeur, de ceux qui ont le don de création divine, et qu'on est en présence de Richard Piras de la société BBM. Merci d'être resté, Richard. Merci de m'inviter, je suis ravi d'être là. Bon, il a essayé de s'enfuir à la pause, compte tenu de la qualité de la question que l'on avait posée pour ceux qui étaient dans cette première partie de l'émission. Alors, on revient ici avec une vraie question pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent.
Le sujet, c'est Richard, vous l'avez compris dans cette première partie d'émission, nous a partagé son expérience, nous a partagé son expertise, la sienne et celle de son groupe, nous a partagé aussi sa vision de son métier. Et au final, moi j'ai eu envie, et puis vous avez eu aussi envie sur Instagram et sur le site de Radio Grand Lac de poser cette question et qu'on va donc te poser, Richard, compte tenu de ton expérience, de ce que tu as pu voir durant ces 30 dernières années. Quand tu rentres dans une entreprise, quels sont les leviers, je dirais presque pas immédiats, mais quels sont les leviers que tu retrouves systématiquement, quels sont les leviers systématiques que tu vas retrouver pour créer de la valeur, pour développer la croissance de l'entreprise? Est-ce qu'il y a des trucs en tout cas des éléments que tu retrouves systématiquement, régulièrement, et comment tu les adresses? Alors, en toute humilité, déjà, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a déjà prouvé un certain nombre de choses. Donc, nous, on n'est pas là pour conseiller systématiquement. On est là pour comprendre un petit peu où il en est dans sa route de croissance et les leviers sur lesquels on va pouvoir peut-être appuyer pour compléter finalement le dispositif dans lequel il est déjà. Alors, il y a quand même des chefs d'entreprise qui sont très très bien équipés parce qu'ils sont aussi très bien entourés et qui ont déjà bâti toute des processus et un système autour de l'innovation, autour de la croissance, la croissance externe, qui ont déjà bâti aussi des programmes d'investissement pour passer à l'échelle. Donc là, je viens de citer les 3 sujets les plus importants. Peut-être celui qui, malheureusement, est le plus chahuté dernièrement, c'est la croissance durable. Et quand je parle de croissance durable, c'est l'intégration dans l'ADN de la stratégie de l'entreprise de cette dimension d'entreprise dans un écosystème et un environnement, et d'avoir pour soi-même en qualité de dirigeant et de ses équipes dirigeantes, mais aussi de l'ensemble de ses employés et de ses fournisseurs, avoir été en capacité finalement de concevoir une entreprise qui va passer des caps et passer des discontinuités. Je parlais tout à l'heure d'un monde banni, et bien en fait le monde banni, c'est être en capacité de faire face à des ruptures. Comment mon entreprise va y être préparée? Et ça, très souvent, en fait, malgré notre approche, c'est malgré une approche en toute humilité au départ, on observe qu'effectivement des sujets de RSE sont très régulièrement survolés, mais pas analysés en profondeur dans une stratégie qui, à l'échelle de 5 à 10 ans, va concevoir cette stratégie pour la rendre le plus durable possible. Alors juste pour qu'on soit clair, Richard, quand tu parles de gérer des discontinuités, gérer ce qu'on appelle des queues de distribution, c'est-à-dire des événements extrêmes et qui surviennent de manière non prédictible, qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire quoi? C'est la perte d'un fournisseur, la perte d'un client, c'est une baisse du chiffre d'affaires? Par exemple, dans le cas de l'hydraulique, peut-être d'ailleurs même qu'on parle de la même société, mais c'est un autre sujet. Dans le cas de l'hydraulique, ça peut être mes principaux donneurs d'ordre clients étaient des grosses sociétés agricoles, étaient des industriels étaient des viticulteurs. Je les perds, ou en tout cas ils diminuent leurs investissements. Est-ce que ça, c'est pour toi une discontinuité, ou tu veux aborder d'autres sujets? Alors, ce que tu évoques, ce sont des évolutions d'un marché qui vient parfois se contracter. Donc, ce sont des évolutions qui sont plutôt dignes du monde que je traitais de VUCA, avec des incertitudes, certes, des fluctuations, mais où les choses elles se situent quand même dans une certaine continuité. Ce que je voulais indiquer par la rupture, c'est un phénomène, par exemple, pour lequel le secteur automobile a été une grande victime, mais internationale, et même les grands donneurs d'ordre ont eu des problèmes. C'est, souviens-toi, à la sortie de la crise Covid, en fait, un certain nombre de puces n'étaient pas disponibles pour venir équiper la cartographie électronique de nos véhicules. Et donc, ils ne sortaient plus de véhicules, puisqu'il n'y avait pas cette petite puce et un seul composant parmi les milliers de composants que forme un véhicule. Donc la rupture, c'est ça. C'est pendant un temps donné et pour un délai qui est imprédictible, une incapacité à obtenir une certaine ressource. Et ça, on est en train de le vivre. C'est un exemple à la sortie du Covid, et je le cite parce que c'est un exemple de l'actualité de l'année 2022. Mais la plupart des industriels aujourd'hui vivent des véritables ruptures, des ruptures sur des prix, en disant mon prix aujourd'hui cette année, il a fait plus 30% à cause de l'énergie. Mais dans mon économie d'entreprise, c'est improbable. Je ne peux pas gérer une marge avec une telle augmentation de prix sur un composant qui va faire plus 30%. Et ces ruptures-là, en fait, elles viennent chahuter très profondément la plupart des entreprises. Alors, on va dire les plus grandes.
elles sont organisées pour faire face à certaines fluctuations. Mais on le voit, même des grands donneurs d'ordre automobiles ont été chahutés par l'absence d'un composant. Et on voit que nos plus petites entreprises, elles ne sont pas nécessairement équipées pour faire face à ces éléments de rupture. Et elles peuvent puiser dans des fonds propres et de l'argent le temps de revenir à une situation plus normale. Mais c'est là où, effectivement, à Montbani, il n'y a plus vraiment de normal. C'est-à-dire que ces ruptures, elles induisent des changements de paradigme où on va passer d'une situation donnée à demain une autre situation, mais c'est plus la même. Les paramètres de cette situation ont profondément changé et je dois remodeler mon modèle d'entreprise, mon organisation, ma stratégie pour être en capacité de faire face à ces ruptures. Alors évidemment, on ne va pas faire face à toutes les ruptures possibles. Il y a des fractures telluriques qui vont être impossibles à franchir, mais la plupart des entreprises n'ont pas conçu un modèle suffisamment agile pour être suffisamment en capacité d'absorber ce type de choc, ne serait-ce parce qu'elles l'ont même pas imaginé, elles l'ont même pas pensé. Alors c'est intéressant parce que quand je t'entends en parler, je pense à un truc qu'aujourd'hui on n'a pas du tout intégré dans les entreprises. C'est la question de l'énergie. C'est-à-dire si demain j'ai eu une augmentation du prix de l'énergie qui est massive, comme on a vécu dans les années 70 ou les années 1980, si demain c'est même pas une question de prix, c'est une question de quantité. Comment je gère mon business? Est-ce que ça, c'est des problématiques au cas particulier de l'énergie et au cas général, les discontinuités sur lesquelles tu trouves un retour de la part des dirigeants? Tu les sens intéressés, prêts à traiter le sujet à bras-le-corps? Ou c'est quoi la réaction d'un dirigeant? Je les sens concernés et anxieux. Et donc, effectivement, comme on va toucher des points assez névralgiques, la première des réactions, c'est de dire oui, mais c'est bon, j'y réfléchis, j'ai des solutions. Est-ce que ces solutions sont devenues structurelles à l'échelle de son entreprise? Est-ce que ça a donné lieu à un certain nombre de protocoles d'organisation pour gérer à l'échelle de toute l'entreprise, c'est-à-dire de toute l'équipe dirigeante et de tout le staff et voire même des fournisseurs? Est-ce que j'ai organisé des choses comme on le fait dans l'aéronautique ou dans le spatial quand on part sur la Lune? Est-ce qu'on a anticipé un certain nombre de scénarios? Est-ce qu'on a organisé des choses de manière à ce que quand l'événement arrive, survient, je puisse simplement appuyer sur le bouton du protocole qui est prévu pour dérouler mon scénario? Ça, souvent, les entreprises ne sont pas prêtes à ça. Alors, avant même que d'être prêtes à ça, puisqu'on intervient surtout sur la stratégie d'entreprise pour faire une croissance durable, en fait, quand on intervient, c'est surtout pour anticiper un certain nombre de ruptures et faire en sorte que le scénario et la feuille de route, roadmap en anglais, j'aime pas trop ce terme, je préfère le terme français, la feuille de route qui est donnée pour l'entreprise, en fait, soit en capacité d'avoir de la souplesse et de l'agilité, mais en même temps de la robustesse. Et ça, c'est une vraie difficulté dans la conception à la fois d'un modèle économique et d'une stratégie d'entreprise. Et elle impose parfois, quand on va mettre justement cet ADN de RSE dans sa stratégie, elle impose de réviser son modèle économique, d'aller chercher de faire plus de valeur ajoutée et donc parfois d'intégrer des métiers nouveaux pour justement donner plus de services et plus de valeur ajoutée. Et dans cette valeur ajoutée, en fait, elle va demain servir à protéger l'entreprise de certaines fluctuations ou de certaines ruptures. Alors, on ne va pas être en capacité de prévoir toutes les ruptures, encore une fois, mais c'est important, en tout cas, c'est le signal et les conseils qu'on essaie de prodiguer auprès des dirigeants et de leurs équipes, de prévoir un certain nombre de scénarios pour faire face à ces ruptures et donc de faire évoluer le modèle et le schéma de l'entreprise d'aujourd'hui vers un schéma qui soit plus capé pour cette, justement, croissance durable. C'est pas parce qu'effectivement on ne sait pas quand l'ennemi va attaquer, mais ça n'empêche pas de faire des manœuvres et de s'entraîner à différents scénarios et différents types de batailles. Sur la question justement, alors c'est très important et c'est très intéressant cette question de la croissance durable, cette capacité justement à anticiper les discontinuités. Est-ce que spontanément comme ça, il y a un cas qui te vient d'un dossier que tu as traité, où justement tu as pu faire un diagnostic utile pour aller chercher de la croissance durable, tu as mis en place une politique RSE de qualité? Est-ce que tu as un exemple pour les auditrices et auditeurs de Radio Grand Lac 92.1? Oui, j'ai un exemple qui est particulièrement intéressant d'une entreprise d'un métier très traditionnel de tôlerie et de chaudronnerie et qui a fait un constat en se disant demain, peut-être que la ressource métal, parce que moi je plie du métal ou je forge du métal, sera moins disponible. S'il est moins disponible, mon chiffre d'affaires va forcément diminuer ou ma marge va être impactée. Qu'est-ce que je peux faire pour imaginer en fait un cycle de vie où je vais
proposer à mes clients la possibilité de reprendre un certain nombre d'éléments métalliques que je leur ai livrés à une certaine période et de créer un modèle régénératif. Et donc, je vais intégrer dans mon modèle du service. Je vais intégrer une capacité à recycler aussi des matériaux. Je vais intégrer une capacité aussi peut-être à régénérer quelque chose. Voilà. Et donc, dans ce schéma, dans cette réflexion, à un moment donné, on s'est trouvé de dire, ce métier-là, il y a une partie du métier qui est pas en interne, l'équipe, elle n'est pas compétente pour le faire. On va chercher une société qui va compléter finalement ce schéma et va être en capacité d'alimenter, pas tout de suite, dans 3 ans, 4 ans ou 5 ans, d'alimenter ce modèle de recyclabilité, de régénératif. Ok, très parlant. Alors Richard, on approche de la fin de cette émission. Déjà ? Ben oui, déjà, on a passé un très bon moment ensemble. Est-ce que tu peux nous dire un mot peut-être sur la société BBM, cabinet d'expertise comptable, mais pas que, dans laquelle tu travailles, s'il te plaît? Nous, on est une entreprise d'audit, d'expertise comptable, comme tu viens de le rappeler, et de conseil. On est 270 collaborateurs. On est très implanté sur tout le sillon alpin et en Auvergne-Rhône-Alpes, puisque on a plus de 3500 clients. On est particulièrement actif dans le domaine de la santé, de l'innovation, je pense que tout le monde l'a compris, l'industrie en général et aussi de l'international. On réalise pour le crédit d'impôt recherche, par exemple, on chiffre plus de 250 millions d'euros de crédit d'impôt pour nos clients par an, sachant que le budget de l'État, c'est 6 milliards. Donc, on a une proportion, en tout cas en termes de chiffrage de crédit d'impôt, relativement conséquente. On accompagne nos clients pour les sécuriser, mais aussi pour accéder à tout un tas de financements. Je parlais de jungle des financements tout à l'heure, pour accéder à tout un tas de financements complémentaires. Et nos clients aussi sont accompagnés pour leur projet d'investissement quand ils veulent passer à l'échelle, quand ils veulent faire de la croissance externe. Et nous, on aide à structurer leurs projets et on les accompagne jusqu'à, évidemment, l'audit de la société ou de la cible, mais aussi la structuration financière et l'obtention de financement pour leurs projets d'investissement et de croissance externe. Écoute, Richard, merci beaucoup pour ces explications. Merci beaucoup pour cette intervention et pour avoir répondu présent à l'appel de On passe à l'action sur Radio Grand Lac 92.1. Les auditrices et auditeurs te remercient comme moi-même pour ce bon moment passé ensemble. Ils savent désormais qu'ils peuvent avoir un interlocuteur en ta personne pour aller chercher du conseil, un recul et un vrai sparring partner pour le développement de leur entreprise sur les différents axes que tu as mentionnés, le passage à l'échelle, l'innovation, la RSE et puis la croissance externe. Et puis, je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Fabien. Merci Radio Grand Lac. Et puis, ravi d'avoir pu partager ces expériences-là avec toi et avec tous les auditeurs et auditrices. Exactement. C'était Richard Piras de BBM et Fabien Giraud en direct de Radio Grand Lac 92.1. On passe à l'action. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.